Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais traiter avec vous d'un sujet qui est très important parce que c'est une problématique que je retrouve vraiment très souvent en cabinet et chez beaucoup de personnes qui est une difficulté pour la vie quotidienne, c'est celui de la digestion émotionnelle et du refoulement. Alors, je dis bien digestion émotionnelle parce que en fait, nos organes, nos viscères vont avoir une fonction très importante dans l'intégration, le tri et l'évacuation de nos émotions. Alors, bien évidemment, les fonctions organiques viscérales ont des fonctions physiologiques, évidemment, mais également nos organes communiquent en permanence les uns avec les autres. Et d'un point de vue instinctuel, la résonance qu'il va y avoir avec un estomac, un intestin grêle, un foie, par rapport aux situations, au contexte dans lequel on se trouve, constitue vraiment un champ primordial de la vie humaine. Alors, évidemment, l'être humain a une capacité à pouvoir inhiber ses réactions viscérales afin de pouvoir continuer à vivre. Je prends un exemple très simple. Une personne qui va avoir 16 ans et qui va aller faire son examen et qui, le matin de l'examen, se trouve complètement percuté dans le ventre, a des douleurs à se tordre, parce qu'il va y avoir justement une échéance d'évaluation, de réussite, d'échec, de tout un tas d'autres choses. Eh bien, le ventre va réagir par rapport à ça, et il va y avoir, selon la vie de chacun et surtout la manière dont il a créé sa relation avec son organique, il va y avoir des tonnes de réactions possibles. Donc dans le cas précis où cette personne a un stress lié à ce contexte particulier, et va du coup avoir des douleurs qui vont la tordre. C'est-à-dire que cet organe, à ce moment-là, il va avoir sa fonction de digestion émotionnelle. Certes, cette personne aura peut-être eu la possibilité de manger un petit peu le matin, voire même de pas du tout pouvoir manger, parce que l'organe, en préparation à ce qui va se passer dans la matinée pour passer l'examen, s'est mis en réaction de défense. Alors, ces réactions de défense sont plus ou moins normales et plus ou moins saines en fonction de ce qu'on vit. Mais ce que je trouve vraiment très souvent au cabinet, c'est que ces réactions sont en boucle et qu'elles se répètent vraiment fortement et qu'elles deviennent très handicapantes. Tout au long de la vie, on va du coup créer un lien entre nos réactions viscérales, nos instincts, et notre manière mentale, consciente de réagir par rapport à ça. Si on est quali, c'est-à-dire que les réactions viscérales sont cohérentes par rapport aux événements que l'on vit, ça n'est pas un souci. Ce qui va être un souci, ça va être tous les décalages qui vont être créés par rapport à des traumatismes, des ambiances particulières, des contextes, ou même des créations qu'on a pu se faire de peurs particulières. Alors, toutes ces réactions sont spécifiques d'une personne à une autre, mais ce que je retrouve très souvent, c'est une fuite forte du ressenti interne au niveau viscéral qui va avoir toute une chaîne de réactions vraiment délétères pour la vie. Alors je vais commencer par vous faire un schéma, de vous montrer l'innervation des racines nerveuses à partir de la moelle épinière et comment elles se distribuent pour aller à la fois dans le dos, pour aller à la fois vers les membres pour la motricité volontaire et à la fois une petite partie, une partie même importante, qui va partir dans le système sympathique pour la régulation des réactions neurovégétatives au niveau des viscères. Alors, je vais prendre le temps de dessiner avec vous pour que vous puissiez avoir un peu le déroulé qui se passe petit à petit. Donc imaginons que vous avez une coupe qui vient à ce niveau-là et qui vient vous trancher en deux. On va avoir une vue qui va se faire par-dessus et qui va permettre de voir ce qui se passe. Donc on va avoir ici l'arrière et ici le côté gauche. Évidemment ici il y aura l'avant et ici le côté droit. Je l'enlève pour avoir suffisamment de place sur le dessin pour pouvoir dessiner. Donc on se situe au niveau de la colonne vertébrale. Donc vers l'avant, on va avoir un corps vertébral, schématiquement dessiné bien sûr. Voilà. Ici nous avons donc, en coupe du dessus, un corps vertébral. Ici nous avons une épineuse,
c'est-à-dire la petite bosse qui sort derrière dans le dos, c'est la pointe de la vertèbre. Et entre ces deux espaces, nous allons avoir le canal rachidien, c'est-à-dire le trou qui fait tout au long de la colonne le passage à l'intérieur de laquelle passe la moelle épinière. Je vais dessiner cette moelle épinière en vert, et ainsi que les nerfs en vert. De cette moelle épinière, vous allez avoir des racines qui vont partir. Sur la racine arrière, nous allons avoir un petit ganglion de la racine nerveuse. Puis ils vont se rejoindre, sortir par le trou de conjugaison de la vertèbre, c'est un petit trou à partir duquel le nerf sort, et du coup n'est plus en contact avec la vertèbre. À ce niveau-là, on va avoir différentes branches qui vont se créer. On va avoir une branche postérieure. Cette branche postérieure, elle, va venir en ramification, venir innerver toute la musculature que nous avons au niveau du dos. Toujours très schématiquement, mais qui permettent de comprendre. La musculature paravertébrale, donc c'est vraiment les dorsaux, les muscles qu'on a à l'arrière du dos. Nous allons également avoir une racine, dite racine antérieure, enfin branche antérieure, qui va partir, elle, pour aller innerver la motricité des membres. Par exemple, la motricité d'un muscle qui pourrait par exemple faire plier le bras ou quoi que ce soit d'autre. Et nous avons également une autre racine qui va partir ici et qui va donner à nouveau un ganglion. Ce ganglion va s'appeler le ganglion sympathique. Ce ganglion sympathique fait partie de la chaîne neurovégétative. Neurovégétative, c'est-à-dire qu'elle va avoir la régulation des fonctions organiques de manière autonome et qui échappe à notre conscience. C'est-à-dire, très largement comme fonction, la digestion, la transpiration, le rythme cardiaque et tout un tas d'autres fonctions. Donc, de ces schémas, on peut voir que il y a une partie qui va partir, donc c'est une voie qui va être la motricité et la sensibilité consciente. Je demande à mon muscle de se contracter. Il y a une information qui descend du cerveau, qui descend dans la moelle épinière, qui sort et qui va aller contracter le muscle. Il va y avoir également une racine dorsale qui va partir dans le muscle du dos et qui va permettre de contracter la musculature du dos, plus spécifiquement. Et également ce rameau-là qui va aller jusqu'à la chaîne sympathique et qui, elle, va se distribuer toujours en exemple, qui va aller se distribuer par exemple à l'estomac et qui du coup va contrôler la motilité de l'estomac. Donc, pour être vraiment clair, nous avons une branche antérieure qui va principalement aller dans les musculatures périphériques pour la motricité consciente. Une branche qui va partir vers le système neurovégétatif et qui va permettre de donner la motilité viscérale, c'est-à-dire l'ensemble des mouvements, des contractions musculaires qui permettent par exemple à l'estomac de brasser la nourriture, de la préparer afin qu'elle soit ensuite digérée dans la suite de la phase digestive. Et cette partie-là, la branche postérieure, qui va venir plus spécifiquement pour la sensibilité et la motricité au niveau du dos. Donc nous voyons dans ce schéma se dessiner une interaction entre notre motricité consciente, volontaire, notre motilité inconsciente et involontaire, et également la fonction posturale et volontaire de la musculature du dos. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure avec cette personne qui, avant de passer son examen, un creux profond dans son estomac, souffre, se tord. Donc cette souffrance de l'estomac, par voie réflexe, va revenir
rejoindre la moelle épinière et va influencer nos capacités motrices conscientes et va agir directement sur notre tonus postural au niveau de la musculature du dos. C'est-à-dire clairement qu'un stress viscéral a une influence sur notre capacité motrice volontaire et sur notre caractère postural au niveau de la colonne. Je trouve que ce schéma est assez intéressant parce qu'il y a souvent une perte de connexion ou de contact entre la sensibilité interne de ce qui se passe au niveau des viscères, de notre capacité à réagir et à agir par rapport à ça, et notre morphologie posturale. Il faut bien se rendre compte que tous ces systèmes extrêmement compliqués évoluent depuis notre vie fœtale, puis notre petite enfance, puis l'adolescence, puis ainsi de suite, jusqu'à l'âge adulte. Donc, si, par exemple, des stress répétés pendant des années et des années et des années créent des perturbations au niveau de la fonction de l'estomac, cette fonction estomac va se répercuter sur la fonction posturale et va se répercuter ainsi de suite sur notre capacité motrice. Donc il n'y a pas de dissociation possible entre le vécu qu'on a au cours de notre vie et notre capacité à ressentir. En fait, d'un point de vue cérébral au niveau du cortex cérébral, la plus grande capacité que l'on a de faire pour faire face à une situation, c'est d'inhiber les informations. C'est-à-dire que, toujours en vert pour le système nerveux, notre cerveau, ici, donc le cerveau, qui fait suite avec la moelle épinière, si cette sensation viscérale insupportable, on se tord de douleur, continue pendant des années, il y a une possibilité de la part des centres supérieurs du cerveau d'inhiber, de rendre silencieux cette réaction viscérale. Il va y avoir des effets forts par rapport à ça. Il va y avoir une perturbation de la fonction de la motilité viscérale, ce qui est un élément très important. C'est-à-dire des gastrites, des reflux, tout un tas de symptômes que l'on trouve très fréquemment. Donc perturbation de la fonction. Et cette perturbation de la fonction va être aussi en lien avec la perturbation de la fonction posturale et statique au niveau de la colonne vertébrale. Mais elle va aussi avoir une répercussion de perturbation de la fonction motrice volontaire consciente. Souvent, je trouve des personnes qui viennent avec des douleurs de dos ou des problématiques et qui aimeraient que j'arrive par je ne sais quelle magie, tout simplement à réguler une compression vertébrale juste d'un point de vue mécanique. Moi, je ne nie en aucun cas les composantes mécaniques, biomécaniques. Elles sont essentielles et fondamentales. Mais souvent, les gens sont en saturation viscérale, extrêmement de douleur, mais ce réservoir de souffrance est souvent inhibé par un niveau cortical. C'est là qu'entre un énorme conflit. Ça veut dire qu'en perdant la sensibilité viscérale et en perdant cette connexion avec notre posture et notre geste, on perd également la capacité de savoir où on en est viscéralement et émotionnellement. Cette chaîne que l'on voit ici, chaîne orthosympathique, est une chaîne qui est tout au long de la colonne. Par ganglions successifs, tout au long de la colonne, elle va permettre des régulations au niveau des organes. Donc tous les étages peuvent être concernés par cette régulation neurologique. Alors, après vous avoir présenté ce modèle simplifié de la relation entre le système neurovégétatif et le système nerveux de la commande volontaire, il faut quand même que je vous parle aussi du fait que cette mémoire des stress, elle est partout dans le corps. C'est-à-dire que les fascias, qui sont de plus en plus démocratisés maintenant, font en fait partie d'une grande famille de tissus qu'on appelle le tissu conjonctif. Ce tissu conjonctif a beaucoup de fonctions. Il va avoir une fonction de soutien
des organes. Il va les envelopper, leur permettre de leur donner un territoire, de même que pour les muscles. Et ce tissu conjonctif est une trame qui va de l'os jusqu'à la peau. C'est-à-dire que même à l'intérieur de la structure cellulaire, il y a un tissu conjonctif qui se structure, se déstructure, afin de pouvoir se modifier tout au long de la vie. Bien sûr, chaque personne a une morphologie particulière avec une direction, c'est-à-dire qu'on ne va pas se transformer en corps d'un athlète haltérophile et le lendemain avoir le physique d'un coureur de fond. On a ce qu'on appelle un morphotype. Donc, c'est-à-dire que l'imprégnation dans ce tissu conjonctif donne une certaine orientation dans nos capacités et dans nos compétences physiques, mais également dans nos compétences et nos capacités émotionnelles, puisque l'imprégnation des ambiances, des chocs physiques, émotionnels, va se mémoriser dans la mémoire de forme que constitue le tissu conjonctif. Ce tissu conjonctif a également une innervation extrêmement riche, une innervation sensitive, c'est-à-dire une sensibilité. Et il va permettre de donner une qualité de ressenti interne. Je sais qu'il est parfois plus facile de continuer dans certains schémas qui paraissent plus confortables parce qu'on a réussi à chanter cette sensibilité-là. Mais elle est très dommageable, car plus on évolue en coupant cette sensibilité, plus on va avoir des souffrances organiques, des tissus et des compensations neurologiques qui s'accumulent avec le temps. On ne peut pas échapper à la recherche et à l'écoute de cette sensibilité interne, de cette motricité interne. Je dis on ne peut pas échapper. En fait, si on peut y échapper, mais on y échappe toujours avec un prix très cher, à long terme. Par contre, à chaque fois que l'on va réussir à reconnecter, à retoucher, ressentir ce qui a été accumulé, ce qui a été emprisonné dans cet ensemble de tissus conjonctifs, on va pouvoir à nouveau libérer les fonctionnalités de notre système nerveux, de notre capacité à capter les émotions, et en allant dans une vision plus large de notre humanité. Il est parfois très long d'évacuer et de contacter une accumulation interne face à des ambiances particulières, à des traumatismes particuliers. Mais ce temps où on plonge et on vit vraiment cette sensibilité-là, c'est se connecter à notre corporalité. Parce que plus on va réussir à inhiber ces sensations-là, plus on va se couper d'une partie de soi-même. Donc, je sais que parfois, quand on ouvre les vannes et qu'on se met à pleurer pendant des jours et des jours, même pendant des mois, sans savoir pourquoi, et que petit à petit, à force de tri, c'est-à-dire que cette fonction de digestion émotionnelle s'organise à nouveau, que les fonctions reviennent, et que, par exemple, l'intestin grêle, qui a quand même autant de neurones que dans le cerveau d'un chien, recommence à sécréter les substances nécessaires à ce qu'on puisse comprendre et analyser notre situation, on va gagner énormément de choses précieuses, d'une richesse énorme, qui est la richesse du vécu. Cette richesse du vécu va donner une compétence humaine fondamentale. Donc je sais qu'il est difficile de faire un chemin d'évolution, de reconnecter à des parties de soi-même corporelles concrètes et émotionnelles concrètes qui sont refoulées. Mais ce qui est à gagner à terme, c'est le développement de soi-même. Je vais maintenant vous parler d'une réalité de la temporalité humaine. Le rythme neurovégétatif viscéral n'est pas le même rythme que le système cognitif conscient. C'est-à-dire que nous sommes dans une société avec une structuration mentale extrêmement puissante, où il y a énormément de pression. Il faut gérer beaucoup de choses. On peut prendre simplement une personne qui travaille 35 heures par semaine, qui après doit gérer ses enfants, vivre des expériences avec eux, les aider à grandir, faire les devoirs, les amener à l'école, en même temps avoir une vie avec des amis, et en même temps avoir des envies personnelles de projets. Nos vies sont extrêmement complexes et il y a énormément de choses à gérer. Mais il y a un temps incompressible, c'est celui du temps de digestion émotionnelle.
comme je vous ai expliqué tout à l'heure, plus on crée un décalage entre ce temps de digestion émotionnelle et le côté frontal que l'on a à gérer nos vies par des réactions d'inhibition, plus on va souffrir. Donc, il est très difficile, je sais, dans notre société, d'accepter que les rythmes physiologiques, neurovégétatifs, ne sont pas calés sur des rythmes mentaux, de stratégie et d'organisation de la vie quotidienne. Cependant, plus on a une sensibilité qui se crée par rapport à nos rythmes internes, plus la pression va être tellement forte, l'envie va être tellement forte de créer des espaces-temps ou de sortir de boucles de saturation pour se donner ce temps de digérer, et plus on va créer une pertinence dans ce qu'on vit au quotidien. Un instinct qui s'exprime par une digestion viscérale qui a besoin de prendre 1 mois, 2 mois, 5 mois, 6 mois pour être intégré. Ça n'est pas le même rythme que l'impératif de devoir être ou paraître de telle ou telle manière parce qu'on a appris d'être de telle ou telle manière. Ce que je veux dire par là, c'est que l'ensemble des informations qui sont structurées dans notre corps et dans notre schéma viscéral vont déterminer notre capacité de nous comprendre. Pour finir cette vidéo, je vais vous parler d'un élément important pour la structuration de l'être humain. Nous avons différents niveaux de structure. Le premier niveau de structure pourrait être celui de la sensibilité. Bien évidemment, au niveau de la sensibilité, nous avons les organes des sens, les sensations, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, la vue, mais nous avons aussi d'autres sens, ne serait-ce que par exemple le sens de la proprioception, qui a une fonction primordiale dans le corps humain. On pourrait rajouter d'autres sens, mais ce n'est pas le sujet. Simplement, nous avons, dans le premier socle de structuration, nous avons la sensation et la sensibilité. C'est le premier socle. Puis, par-dessus, nous allons avoir un autre socle qui va être celui de l'émotion. L'émotion, il est pris au sens large. Emotion, c'est l'ensemble des choses qui peuvent être mises en mouvement dans le corps. On peut le rattacher à une classification des émotions, comme il en existe plein, mais également on peut le rattacher au flux des hormones dans le corps, à l'ensemble des réactions immunitaires et protéiques qui peuvent se faire et qui sont aussi une circulation d'émotions. Car, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, le corps ne peut pas séparer le système nerveux du système immunitaire et du système endocrinien. Ce sont des structures qui sont complètement intriquées les unes dans les autres et qui permettent de gérer l'ensemble des mouvements émotionnels à l'intérieur de notre corps. Et nous allons avoir une dernière strate qui va être une strate plus cognitive, plus du domaine de l'abstraction et qui permet d'avoir des fonctions extrêmement complexes et élaborées comme la visualisation, la création, la projection dans le futur, différents types de mémoire. Enfin, c'est un sujet très vaste, il y a des gens qui sont bien plus spécialistes que moi pour parler de ça. Mais je reviens à ces différents niveaux de structure. Ontologiquement, quand on se structure en fait, on commence d'abord par créer des récepteurs sensoriels. Puis avec ces récepteurs sensoriels, cette structuration organique, commence à s'organiser aussi le système émotionnel. Et plus ce système émotionnel grandit, plus on va avoir une structuration cognitive qui va se mettre en route. En fait, chez l'être humain, ces différents niveaux vont avoir une apparition l'un après l'autre, mais tout au long de la vie, ils vont commencer à se communiquer les uns par rapport aux autres. Par exemple, un fœtus a déjà un système sensoriel développé et il commence déjà à avoir un système émotionnel qui se développe et commence déjà à avoir les prémices d'un fonctionnement cognitif et qui va déterminer plus tard des formes de psychologie. Même si ce n'est qu'encore une forme fétale, ça existe déjà. Mais on retrouve cette structuration, sensation, émotion, cognitif, sont les termes que j'utilise aujourd'hui, mais on pourrait utiliser d'autres termes et d'autres classifications. Mais c'est assez simple pour permettre de comprendre ceci. On est d'abord dans un bain de sensations. À l'intérieur de ce bain de sensations vont circuler tout un ensemble d'émotions, des mises en mouvement. Et de ces mises en mouvement, on va pouvoir avoir une structuration et une compréhension de ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Même si ces strates se mélangent, il est intéressant d'avoir une certaine clarté et d'avoir une certaine distinction entre ce qu'on ressent
ce qu'on vit émotionnellement et ce que l'on comprend. Ces différentes strates sont possibles par le fait d'avoir une proximité dans le vécu de notre système neurovégétatif, notre système viscéral. C'était vraiment le sujet que je voulais aborder aujourd'hui avec vous, c'est-à-dire cette fonction de digestion émotionnelle et les conséquences que peuvent avoir le refoulement. Plus on arrive à avoir une cohérence entre ce qu'on sent, ce qu'on vit émotionnellement et ce qu'on comprend de notre vie, plus on peut appeler ce que certains appellent en spiritualité se sentir aligné, c'est-à-dire être présent à soi et aux autres. Je vous remercie beaucoup de me permettre de m'exprimer ainsi et j'essaierai, comme je vous l'ai dit la dernière fois, de faire d'autres vidéos afin de vous expliquer mon point de vue et ma manière de voir les choses. Au revoir et bon visionnage.